Vous n'arrivez même pas à la cheville de ma mère. » Ces mots, Viviane les a prononcés un mardi soir, alors que je servais la tarte tatin que j'avais passé l'après-midi à préparer avec un amour que je croyais encore partagé. Le silence qui est tombé sur la salle à manger était si lourd, si dense, que j'ai cru pouvoir le toucher. Mon cœur s'est emballé. Un tambour fou dans ma poitrine de vieille femme. Sans réfléchir, j'ai repoussé ma chaise en arrière. Le bruit grinçant sur le parquet usé a semblé déchirer l'air. J'ai planté mon regard dans le sien et j'ai répondu. D'une voix que je ne me connaissais pas. Une voix calme et tranchante comme une lame de rasoir. « Alors ? Elle pourra commencer à payer votre loyer. » Le visage de mon fils, Richard, est devenu blême. Une pâleur de cire effrayante. « Quel loyer ? » a-t-il crié, les yeux exorbités, passant de moi à sa femme dans une panique totale. À cet instant précis, j'ai su que ma vie venait de basculer. Et que cette révélation n'était que le début d'une histoire que personne, et surtout pas moi, n'aurait pu imaginer. Mon nom est Suzanne. J'ai 70 ans. Et ce soir-là, j'ai découvert que l'amour inconditionnel d'une mère pouvait devenir sa plus grande faiblesse. Et peut-être sa seule véritable force. Chaque fin a un commencement. La mienne a commencé 6 mois plus tôt, par une journée pluvieuse de février. Aujourd'hui, en préparant ce dîner, j'essayais de ne pas y penser. Je voulais que tout soit parfait. Dans mon petit appartement de la Croix-Rousse, à Lyon, l'odeur réconfortante de la blanquette de veau mijotant doucement emplissait l'air. C'était le plat préféré de Richard depuis son enfance. Un plat simple, traditionnel, un plat de mère. Chaque geste m'était familier, la découpe lente des carottes, le blanc des champignons de Paris, le soin que je mettais à lier la sauce avec le jaune d'œuf et la crème pour qu'elle soit onctueuse, parfaite. Cette cuisine, comme le reste de l'appartement, était mon royaume. Un royaume modeste, rempli des fantômes bienveillants du passé. Sur le buffet en noyer, une photo de Charles, mon mari, souriant à l'objectif 20 ans plus tôt, avant que la maladie ne l'emporte. Il aurait aimé cette odeur. Il disait toujours que ma blanquette était la meilleure de tout Lyon. Peut-être même de toute la France. Richard est mon unique. Mon tout. Le centre de mon univers depuis que Charles nous a quittés. Je vis à travers lui. Pour lui. C'est ce que les mères font. N'est-ce pas ? Nous nous effaçons pour que nos enfants puissent briller. Pendant que le veau cuisait, je suis allée dans le salon pour vérifier mon compte en banque sur ma vieille tablette. L'écran a mis du temps à s'allumer. Les chiffres sont apparus. Froids et implacables. Le solde avait encore diminué. Le virement de 1 200 € pour le loyer de Richard et Viviane avait été effectué le 5 du mois. Comme tous les mois depuis 6 mois. Il ne restait pas grand-chose pour finir le mois. Assez pour les courses, mais pas assez pour la nouvelle prescription pour mon arthrose. Mes mains me faisaient mal ce matin. Une douleur sourde et persistante dans les articulations. Un rappel constant de mon âge et de mes sacrifices. J'ai fermé la page de la banque. Ce n'est pas grave. La douleur, je pouvais la supporter. Voir mon fils heureux. Le savoir à l'abri. Voilà ce qui comptait. Je me suis souvenu de ce jour de février comme si c'était hier. Richard était arrivé sans prévenir. Le visage ravagé par les larmes. La pluie collant ses cheveux à son front. Il s'était assis à cette même table de cuisine où je préparais le dîner de ce soir. Et il avait fondu en larmes comme un petit garçon. Il avait perdu son travail, m'avait-il dit. Des restructurations.
Ce n'était pas sa faute. Il n'avait plus rien pour payer le loyer. Maman. Ce sera juste pour quelques mois. Le temps que je retrouve quelque chose. Viviane est tellement stressée. Elle ne dort plus la nuit. Sa voix était brisée. Pleine de cette détresse qui me désarmait complètement. Comment une mère pourrait-elle refuser? J'ai pris mes économies. Celles que j'avais mises de côté soit après ou pendant des années de travail comme couturière. Des robes de mariée aux simples ourlets. L'argent que je gardais pour mes vieux jours. Pour un voyage que j'avais toujours rêvé de faire en Italie. Ou simplement pour ne pas être un fardeau. Sans une seconde d'hésitation. Je lui ai dit que je m'en occuperais. C'est notre secret? D'accord? M'avait-il demandé. En essuyant ses larmes. Je ne veux pas que Viviane se sente humiliée de dépendre de toi. Elle est si fière. Ma naïveté. J'avais cru protéger l'orgueil de ma belle-fille. Alors que je protégeais l'image fragile de mon fils. Pendant que je comptais chaque centime. Ils continuaient leur vie. Je les voyais sur les réseaux sociaux. Des photos de dîner au restaurant. De week-end à la campagne. De nouveaux vêtements. Quand je posais la question, Richard avait toujours une explication. C'était un cadeau des parents de Viviane. C'était une offre spéciale qu'il ne pouvait pas refuser. Et moi? Je voulais le croire. Je voulais croire que mon sacrifice leur permettait de garder un semblant de normalité. De dignité. J'ai remué la sauce de la blanquette. Elle était parfaite. J'ai mis la table avec la belle vaisselle héritée de ma mère. Les verres en cristal que je ne sortais que pour les grandes occasions. Pour moi. Chaque dîner avec mon fils était une grande occasion. C'était la preuve que j'étais encore utile. Encore nécessaire. C'était le fil fragile qui me reliait encore à une vie de famille. J'avais allumé quelques bougies. Mis un petit bouquet de fleurs des champs au centre de la table. Je voulais que l'atmosphère soit chaleureuse. Aimante. Un refuge contre les difficultés du monde extérieur. Je me suis regardée dans le miroir de l'entrée avant qu'il n'arrive. Le visage d'une femme de 70 ans. Fatigué mais doux. Des rides autour des yeux. Témoin de milliers de sourires et de quelques larmes. J'avais mis ma plus jolie blouse. Une blouse en soie bleue que j'avais moi-même cousue il y a des années. Je voulais être belle pour eux. Je voulais qu'ils soient fiers de moi. La sonnette a retenti. Me tirant de mes pensées. Mon cœur a fait un bond de joie. Ils étaient là. J'ai ouvert la porte avec mon plus grand sourire. Un sourire sincère. Plein d'anticipation et d'amour. Un sourire qui allait bientôt s'effacer pour ne plus jamais revenir de la même manière. J'ignorais encore que ce dîner, que j'avais préparé comme une offrande, allait devenir le théâtre de la plus grande blessure de ma vie. Mais à cet instant, en les voyant sur mon palier, Richard beau comme un dieu et Viviane élégante dans sa robe rouge, je ne ressentais qu'une chose, le bonheur simple et pur d'une mère qui allait passer la soirée avec son enfant. Richard m'a embrassé sur la joue. Une bise rapide. Presque distraite. Ça sent bon. Maman. Il avait déjà sorti son téléphone. Tapotant l'écran. Viviane m'a tendu une bouteille de vin. Un Bordeaux qui semblait cher. Bonsoir Suzanne. A-t-elle dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ses yeux, d'un bleu glacial, balayaient déjà l'appartement. S'arrêtant sur un détail. Puis un autre. Avec une expression que je connaissais trop bien. C'était un mélange de pitié et de mépris poli. Installez-vous. Je vous sers un apéritif. Ai-je dit. Essayant de garder un ton joyeux. J'avais préparé des petites gougères au fromage. Encore tièdes. Richard en a pris une sans lever les yeux de son écran. Viviane a décliné poliment.
Je fais attention à ma ligne. Elle s'est promenée dans mon petit salon. Ses talons au claquant sur le parquet. Elle a touché du bout des doigts la couverture en patchwork que j'avais mis des mois à confectionner. C'est rustique, a-t-elle commenté. Le mot est resté suspendu dans l'air, chargé de sous-entendus. Rustique. C'était sa manière de dire vieux, démodé, sans valeur. Comme moi. Sans doute. C'est un souvenir de ta grand-mère? Ai-je précisé? La voix un peu plus faible. Elle m'a appris à coudre. Ah oui. Ma mère. Elle n'a jamais eu le temps pour ce genre de choses. Elle était trop occupée à bâtir son entreprise. C'était la première pique de la soirée. J'aurais dû la voir venir. Les conversations avec Viviane suivaient toujours le même schéma, une comparaison systématique entre sa mère, femme d'affaires brillante et moderne, et moi, la petite couturière à la retraite. Je me suis réfugiée dans la cuisine pour vérifier la blanquette. Richard m'a suivi. Maman. Ne fais pas attention à elle. Elle est un peu tendue en ce moment. Les choses au travail sont compliquées. Il a baissé la voix. Pour moi aussi. Des problèmes. Mon chéri? Ai-je demandé? Mon cœur de mère s'alertant immédiatement. Non. Non. Rien de grave. Juste du stress. Il a forcé un sourire. Ne t'inquiète pas. Bientôt. Tout rentrera dans l'ordre. On pourra te rembourser. Ces mots. Il me les avait déjà dit. Ils étaient devenus une sorte de refrain apaisant. Une promesse en l'air qui me permettait de continuer à espérer. J'ai caressé sa joue. L'important, c'est que vous alliez bien. L'argent. Ce n'est que de l'argent. À table. La conversation a été forcée. J'essayais de poser des questions. De m'intéresser à leur vie. Viviane répondait par des phrases courtes. Tout en critiquant subtilement tout ce qui l'entourait. Le vin que j'avais choisi était correct. Mais un peu jeune. Les carottes dans la blanquette étaient un peu trop cuites. Ma maison était charmante. Mais tellement sombre. Chaque commentaire était une petite piqûre. Une agression passive qui me laissait démunie. Richard restait silencieux. Absorbé par son téléphone ou fixant son assiette. Il était lâche. Je le savais. Mais je refusais de l'admettre. Il laissait sa femme me manquer de respect dans ma propre maison. Avec une passivité qui était pire qu'une insulte directe. Le plat principal terminé. J'ai débarrassé la table avec une énergie nouvelle. Celle de la dernière chance. Le dessert. Personne ne pouvait critiquer ma tarte tatin. C'était ma spécialité. La recette secrète de ma grand-mère. Les pommes caramélisées. La pâte feuilletée croustillante. Richard en raffolait. J'ai apporté la tarte encore fumante. Son parfum de caramel et de beurre remplissant la pièce. J'ai coupé une part généreuse pour Richard. Puis une plus petite pour Viviane. C'est en servant ma propre part. La cuillère à tarte suspendue au-dessus de l'assiette. Que Viviane a porté le coup de grâce. Elle avait regardé la tarte avec dédain. Puis avait levé les yeux vers moi. C'est là qu'elle a prononcé ces mots. Avec une cruauté calculée qui me glacerait le sang pour toujours. J'ai entendu les mots. Mais mon esprit a refusé de les comprendre. C'était comme écouter une langue étrangère. Un son. Mais pas de sens. Ma main, tenant la cuillère, est restée suspendue en l'air. Le temps semblait s'être figé. Dans ce fragment de seconde, j'ai vu défiler 6 mois de ma vie. Les repas solitaires faits de soupe et de pain pour économiser.
Les douleurs lancinantes dans mes doigts que j'ignorais. Repoussant l'achat de mes médicaments. La vente discrète de la bague de fiançailles de ma propre mère. Un petit saphir que je gardais comme un trésor. Pour m'assurer que le virement de ce mois-ci passerait. Tout cela pour entendre que je n'étais rien. Une ombre insignifiante comparée à la mère parfaite de Viviane. Et puis, quelque chose s'est brisé en moi. Pas de manière bruyante. Pas comme un vase qui se fracasse. C'était un craquement silencieux. Profond. Comme une plaque de glace qui se fissure sous un poids trop lourd. La tristesse. L'humiliation. L'amour bafoué. Tout a reflué. Laissant place à un calme glacial. Une clarté nouvelle et terrifiante. J'ai reposé la cuillère sur la table avec une lenteur infinie. Le petit bruit métallique a résonné dans le silence. J'ai levé les yeux vers Viviane. Son visage affichant un triomphe méprisant. Elle avait attendu ce moment. Elle l'avait savouré. J'ai vu Richard. La tête baissée. Incapable de croiser mon regard. Il était complice. Son silence était un aveu. C'est alors que j'ai parlé. Alors, elle pourra commencer à payer votre loyer. Les mots sont sortis sans effort. Portés par une force que je ne me connaissais pas. Le sourire de Viviane s'est figé. Elle a froncé les sourcils. Comme si j'avais dit une incongruité. Richard. Lui. A relevé la tête si brusquement que j'ai cru qu'il allait se briser le cou. Son visage était un masque de pure panique. Quel loyer? A-t-il crié. Sa voix montant d'une octave. Il me regardait comme si j'étais devenue folle. Viviane s'est tournée vers lui. L'incompréhension laissant place à la suspicion. Richard? De quoi parle-t-elle? Je parle du loyer de 1200 € que je verse tous les mois sur le compte de votre propriétaire depuis février. Ai-je continué? Ma voix toujours aussi calme? Chaque mot détaché. Précis. Plus les 80 € de charge. 1280 € par mois. Prélevés sur ma petite retraite. L'argent que je sacrifie pour que vous puissiez vivre confortablement dans votre bel appartement pendant que vous me méprisez. Le silence qui a suivi était assourdissant. Richard s'est levé. Manquant de renverser son verre. Maman. Qu'est-ce que tu racontes? C'était un prêt. Un arrangement temporaire. Je t'avais dit que je te rembourserais dès que j'aurais ma prime. Sa tentative de mensonge était si pathétique qu'elle en devenait presque comique. Viviane le dévisageait. Ses yeux bleus devenus deux éclats de glace. Un prêt? Tu m'as dit que tes parents nous avaient fait un don pour nous aider à démarrer. Tu m'as juré que c'était un cadeau de mariage en avance. Un don. Le mot m'a frappé comme une gifle. Mon sacrifice. Ma privation. Transformée en un simple don dans les mensonges de mon fils. Un cadeau? Ai-je répété. Un rire amer m'échappant. Richard. Tu es venu pleurer dans ma cuisine? Me disant que vous alliez être mis à la rue. Était-ce aussi un mensonge? Richard balbutiait. Cherchant une issue. Une autre histoire à inventer. Mais il était pris au piège. Le regard de Viviane ne le lâchait pas. C'était le regard d'un prédateur qui vient de repérer une faiblesse chez sa proie. Ta prime. Richard? A-t-elle demandé? Sa voix sifflante. C'est étrange. Parce que la semaine dernière? Quand j'ai voulu réserver nos vacances à Mykonos? Tu m'as dit que ta prime était exceptionnelle cette année. Tu m'as dit qu'on pouvait se le permettre. Mon cœur a manqué un battement. Des vacances à Mykonos. Et moi qui mangeais des pâtes au beurre. Viviane? S'il te plaît. Pas maintenant? A supplié Richard. Passant une main tremblante dans ses cheveux. Aussi.
Maintenant, a-t-elle explosé. Ta mère paie notre loyer en secret pendant que tu me fais croire que tu es un génie de la finance? D'où vient l'argent pour le sac que tu m'as offert pour mon anniversaire? Ce sac à 800 €. La pièce semblait rétrécir autour de moi. Je les regardais se déchirer. La façade de leur couple parfait s'effondrant sous mes yeux. C'était laid. Violent. Une danse macabre de mensonges et de reproches. Et le week-end dernier à Annecy? Les dîners dans les restaurants étoilés? La voix de Viviane devenait hystérique. Tout ça, c'était avec l'argent de ta mère? L'argent de sa retraite? Mon Dieu! Richard! Mais qui es-tu? Soudain, une pensée terrible m'a traversé l'esprit. Une intuition née de la douleur. Richard! Ai-je dit? Et mon ton les a fait taire tous les deux. Tu m'as dit que tu avais perdu ton travail en février. Que c'était une restructuration. Est-ce que c'est la vérité? Il n'a pas répondu. Il a simplement détourné le regard. Mais c'était suffisant. J'ai su. Viviane, elle, a compris avant moi. J'ai vu l'horreur se peindre sur son visage. Elle s'est approchée de lui. Lentement. Menaçante. Richard. Tu n'as pas perdu ton travail en février? N'est-ce pas? Il a secoué la tête. Un mouvement à peine perceptible. Quand? A-t-elle insisté. Dis-le. Il y a. Il y a 2 semaines? A-t-il murmuré. La voix brisée. La révélation a eu l'effet d'une bombe. Viviane a poussé un cri. Un son étranglé de fureur et de désespoir. 2 semaines? Tu as été renvoyé il y a 2 semaines et tu ne m'as rien dit? Tu m'as laissé dépenser comme une folle en sachant que nous n'avions plus un sou? Elle l'a frappé. Une gifle retentissante qui a claqué dans le silence de mon appartement. Richard n'a pas bougé, recevant le coup comme une punition méritée. Je suis restée assise, spectatrice de mon propre drame familial. La douleur était là. Bien sûr. Une brûlure sourde dans ma poitrine. La trahison de mon fils était un poison qui se répandait dans mes veines. Mais au-delà de la douleur, il y avait autre chose. Un sentiment étrange de détachement. Comme si je regardais un film. Le film de la fin d'une illusion. L'illusion que j'avais une famille aimante. L'illusion que mon fils était un homme bon. L'illusion que mes sacrifices avaient un sens. La dispute a continué. De plus en plus laide. Il l'a traité de matérialiste. Elle l'a traité de raté. De menteur pathologique. Leurs mots cruels exposaient des années de ressentiment. Une relation bâtie non pas sur l'amour, mais sur des apparences. Sur un besoin mutuel de maintenir une fiction de succès. J'ai compris à cet instant que je n'avais pas seulement payé leur loyer. J'avais financé leurs mensonges. J'étais le pilier invisible qui soutenait leur château de cartes. Et je venais de le retirer. Je me suis levée. Le bruit de ma chaise a de nouveau grincé. Mais cette fois, personne n'y a prêté attention. Ils étaient trop absorbés par leur propre destruction. Je suis allée dans la cuisine. J'ai pris un sac poubelle et j'ai commencé à jeter les restes de ce dîner maudit. La blanquette de veau. La tarte tatin à peine entamée. Tout y est passé. Chaque geste était mécanique. Précis. C'était un rituel. J'enterrais l'ancienne Suzanne. La mère aveugle et dévouée. Je ne savais pas encore qui allait naître de ses cendres. Mais je savais, avec une certitude absolue, qu'elle ne serait plus jamais la même. Le son de leurs cris dans le salon était la bande-son de cette renaissance. Une renaissance née dans la douleur la plus exquise. Mais une renaissance tout de même.
Le son de la vaisselle se brisant m'a fait sursauter. Un verre en cristal. Un de ceux de ma mère. Venait d'être projeté contre le mur du salon. Je suis sortie de la cuisine. Le sac poubelle à la main. Viviane se tenait au milieu de la pièce. Tremblante de rage. Le visage déformé par les larmes et le maquillage coulant. Richard était affalé sur le canapé. La tête entre les mains. Vaincu. Regarde ce que tu as fait. M'a crié Viviane dès qu'elle m'a vue. C'était plus facile de me blâmer. Moi. Que d'affronter la ruine de sa vie. Vous avez tout gâché. Ma vie. Mes projets. Tout. Moi. Ai-je répondu? La fatigue l'emportant soudain sur la colère. Je n'ai fait qu'aimer mon fils. Viviane. Peut-être trop. Peut-être mal. Mais je n'ai fait que l'aimer. C'est vous deux qui avez bâti votre vie sur le sable. Je me suis approchée de la table basse et j'ai ramassé les morceaux du verre brisé. Mes doigts endoloris par l'arthrose protestant à chaque mouvement. Vous avez 30 jours? Ai-je dit sans les regarder. 30 jours pour quitter l'appartement. Le contrat de location est à mon nom depuis que j'ai pris le relais. Le mois prochain. Je n'enverrai pas l'argent. Ce que vous ferez ensuite ne me regarde plus. Richard a levé la tête. Les yeux rouges et suppliants. Maman. Tu ne peux pas faire ça. Nous n'avons nulle part où aller. Ce n'est pas mon problème. Ai-je répété. Et les mots sonnaient étrangement justes. Libérateur. Tu as 35 ans. Richard. Il est temps que tu deviennes un homme. Viviane a éclaté d'un rire hystérique. Un homme? Il n'a jamais été un homme. C'est un petit garçon qui s'est toujours caché dans les jupes de sa mère. Et vous? Vous finirez seul dans cette vieille maison? À pleurer sur vos souvenirs. Vous nous jetez dehors? Mais c'est vous qui perdrez tout. Vous perdrez votre unique fils. Sa menace, conçue pour me terrifier, a eu l'effet inverse. La peur de la solitude avait été ma prison pendant des années. C'est cette peur qui m'avait fait accepter l'inacceptable. Tolérer le manque de respect. Me sacrifier jusqu'à disparaître. Mais ce soir, cette peur avait perdu son pouvoir. Je préfère être seule que mal accompagnée. Ai-je murmuré? Plus pour moi-même que pour eux. Et puis, un souvenir a refait surface. Une conversation téléphonique de la veille. Un événement que j'avais presque oublié dans le tumulte de ce dîner. Une étincelle. Une possibilité. Et d'ailleurs, ai-je ajouté, ma voix se raffermissant, je ne serai peut-être pas si seule que tu le penses. Ils m'ont regardé. Leur dispute personnelle mise en pause par la curiosité. C'était la première fois depuis des années que j'avais quelque chose qui n'appartenait qu'à moi. Un secret qui ne les incluait pas. Hier soir, j'ai reçu un appel. Ai-je commencé? Savourant le pouvoir nouveau que me donnaient ces mots. Un homme que je n'avais pas vu depuis près de 50 ans. Mon premier amour. Il s'appelle Maurice Fournier. Le nom n'a eu aucun effet sur Viviane. Mais j'ai vu une lueur de reconnaissance dans les yeux de Richard. Maurice. Celui des vieilles photos? Ton fiancé de l'université? Lui-même. Ai-je confirmé avec un petit sourire. Il a trouvé mon nom sur Internet. Il vit en Californie depuis tout ce temps. Il est veuf. Ses enfants sont grands. Nous avons parlé pendant plus de 2 heures. C'était comme si nous nous étions quittés la veille. J'ai fait une pause, laissant l'information s'installer. Je pouvais voir les rouages tourner dans leur tête, essayant de comprendre où je voulais en venir. Et a finalement demandé Viviane, avec une impatience agacée.
Et il m'a invité. Il veut que je vienne passer un mois chez lui. À San Diego. Il veut me faire découvrir la Californie. Me présenter à sa famille. Il m'a dit. J'ai hésité. Le souvenir de ces mots ravivant une chaleur que je croyais éteinte. Il m'a dit qu'il avait souvent pensé à moi toutes ces années. Et qu'il se demandait ce que la vie nous aurait réservé si j'avais été assez courageuse pour le suivre en Amérique à l'époque. Ce fut un coup de théâtre inattendu. Le silence dans la pièce était total. Viviane me regardait. Bouche bée. Son visage passant de la fureur à une incrédulité totale. Richard. Lui. Semblait complètement perdu. L'image de sa mère. La vieille femme prévisible et dévouée. Était en train de se transformer sous ses yeux en une femme avec un passé. Des désirs. Et peut-être même un avenir qui ne tournait pas autour de lui. Tu ne peux pas être sérieuse ? A balbutié Viviane. Un vieil amant qui réapparaît de nulle part ? C'est ridicule. C'est probablement un escroc. Il veut ton argent. Le paradoxe de sa déclaration était si délicieux que j'ai presque ri. Mon argent ? Le peu qu'il me reste après avoir payé votre loyer pendant 6 mois ? Non. Je ne crois pas. Viviane. Je crois que pour la première fois depuis très longtemps, quelqu'un s'intéresse à moi. Suzanne ? Et non à ce que je peux offrir. Richard s'est enfin levé du canapé. Il s'est approché de moi. L'air inquiet. Maman. C'est une décision impulsive. Tu es en colère ? C'est normal. Mais partir à l'autre bout du monde avec un quasi-inconnu. C'est dangereux. Dangereux ? Ai-je répété. Ce qui est dangereux. Richard. C'est de vivre une vie où l'on n'existe plus. Ce qui est dangereux. C'est de s'éteindre à petit feu en pensant que c'est ça. L'amour. Cet homme. Ce quasi-inconnu. M'a posé plus de questions sur mes rêves et mes passions en 2 heures que vous deux en 10 ans. Je les ai regardés. Tous les deux. Si jeunes et déjà si usés par leurs propres mensonges. Pour la première fois. Je ne ressentais plus de la pitié pour eux. Mais une sorte de tristesse distante. Ils étaient prisonniers d'une cage dorée qu'ils avaient eux-mêmes construite. Et ils ne savaient même pas comment en sortir. Je n'ai pas encore décidé si j'irai. Ai-je menti ? En réalité, la décision venait de se prendre dans mon cœur. Claire et irrévocable. Mais le simple fait d'avoir le choix. Le simple fait de savoir qu'il existe une autre porte de sortie que cette maison remplie de fantômes. C'est déjà tout. Viviane semblait avoir retrouvé un peu de son assurance. C'était une combattante. Je devais le lui reconnaître. Elle a changé de tactique. Très bien. Partez. Allez jouer les adolescentes avec votre amour de jeunesse. Mais ne revenez pas pleurer quand il vous aura laissé tomber. Parce que cette porte, a-t-elle dit en désignant la porte d'entrée, sera fermée. Richard devra choisir entre sa mère et sa femme. Et je peux te garantir qui il choisira. Elle a attrapé le bras de Richard, essayant de le tirer vers elle. Mais pour la première fois de la soirée, il a résisté. Il a retiré son bras. Doucement mais fermement. Laisse-moi. Viviane, a-t-il dit. La voix basse. Il ne me regardait pas. Il regardait le vide entre nous trois. Il y a trop de choses. J'ai besoin de réfléchir. Ce petit acte de rébellion, si insignifiant soit-il, a été comme un rayon de soleil perçant les nuages. C'était peut-être la première décision d'adulte qu'il prenait de toute la soirée. Viviane l'a regardé, stupéfaite, comme s'il l'avait frappée. L'idée qu'elle puisse perdre le contrôle sur lui ne lui avait jamais traversé l'esprit. Elle a attrapé son sac à main.
Ses clés. Et s'est dirigé vers la porte. La démarche rigide de colère. Fais comme tu veux. Mais quand tu auras fini de lécher les bottes de ta mère, ne m'appelle pas. La porte a claqué, laissant un silence vibrant derrière elle. Richard et moi étions seuls dans le salon dévasté, au milieu des ruines de notre famille. Il n'a rien dit. Il s'est simplement assis sur le bord du canapé, le regard perdu. Je ne savais pas ce qui se passait dans sa tête. Était-ce le début d'une prise de conscience? Ou simplement le calme avant une nouvelle tentative de manipulation? Je n'en avais aucune idée. Mais pour la première fois, cela n'avait plus d'importance. Mon avenir ne dépendait plus de ses choix. Il dépendait des miens. Et un billet d'avion pour la Californie commençait à ressembler à la plus belle promesse du monde. Les jours qui suivirent ce dîner furent étranges. Suspendus dans un silence cotonneux. Richard était parti peu après Viviane. Sans un mot. Laissant derrière lui une maison imprégnée de l'odeur amère des reproches. Je suis restée seule. Mais pour la première fois, la solitude ne m'oppressait pas. Elle était devenue un espace. Un lieu où je pouvais enfin respirer. Entendre mes propres pensées sans le bruit parasite des attentes des autres. Je n'ai pas eu de nouvelles d'eux. Et je n'en ai pas cherché. Je consacrais mes journées à un grand nettoyage. Pas seulement celui de l'appartement, mais celui de ma vie. Je triais de vieilles lettres. Des photos. Des souvenirs. C'était un processus douloureux mais nécessaire. Comme désencombrer une pièce pour y laisser entrer la lumière. Et puis, il y avait les appels de Maurice. Chaque soir, à la même heure, le téléphone sonnait, et sa voix chaude et posée traversait l'océan pour venir me trouver dans ma petite cuisine lyonnaise. Nos conversations étaient d'une simplicité désarmante. Il me racontait sa journée, sa promenade sur la plage de la Jola. Les roses qu'il taillait dans son jardin. Le livre qu'il était en train de lire. Je lui parlais de mes souvenirs de couturière. Des tissus que j'aimais travailler. De la fierté que je ressentais en voyant une mariée porter une de mes créations. Il m'écoutait. Vraiment. Il se souvenait de détails que j'avais mentionnés quelques jours plus tôt. Posait des questions qui montraient qu'il s'intéressait réellement à la femme que j'étais. Pas seulement à la mère ou à la veuve que j'étais devenue. Tu sais, Suzanne, m'a-t-il dit un soir. Je me souviens de ton rire. C'était un rire clair, qui venait du fond du cœur. Je ne l'ai pas encore beaucoup entendu. J'espère que je pourrai te faire rire à nouveau quand tu seras là. Ces mots m'ont touché plus que n'importe quelle grande déclaration. Il ne me voyait pas comme une vieille femme triste et brisée, mais comme celle que j'avais été. Et que je pouvais encore être. J'ai acheté mon billet d'avion en ligne. Le cœur battant. C'était l'acte le plus égoïste et le plus courageux que j'ai jamais fait. 3 semaines après la dispute, Richard est apparu à ma porte. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Il était plus mince. Des cernes sombres creusaient ses yeux. Et ses vêtements, habituellement impeccables, étaient froissés. Il n'était plus le jeune homme d'affaires sûr de lui, mais un homme qui avait manifestement touché le fond. Une partie de moi, la mère, a eu envie de le prendre dans ses bras, de lui dire que tout irait bien. Mais une autre partie, la nouvelle Suzanne, a attendu, prudente. On peut parler? A-t-il demandé d'une voix rauque. Je l'ai laissé entrer. Il s'est assis à la table de la cuisine, à la même place que le jour où il était venu me demander de l'aide. Le silence s'est installé, lourd de tout ce qui n'avait pas été dit. Viviane m'a quitté. A-t-il finalement lâché? Elle est retournée chez ses parents. Ils ne veulent plus me voir.
Ils disent que je suis une honte pour leur famille. Il a eu un rire sans joie. Ils ont raison. J'ai attendu, sans rien dire. Je ne voulais pas le consoler. Je voulais qu'il aille jusqu'au bout de sa propre vérité. On a été expulsés de l'appartement. J'ai dormi dans ma voiture pendant 3 nuits avant de trouver une chambre de bonne minuscule près de la gare. J'ai trouvé un travail. Il a relevé les yeux vers moi. Et pour la première fois, j'y ai vu une lueur de défi. Mais aussi de fierté. Je fais le ménage dans des bureaux. La nuit. Ce n'est pas glorieux. Mais c'est un travail honnête. Et c'est le mien. Le choc m'a laissé sans voix. Mon fils, qui avait toujours couru après les titres et les apparences, nettoyant des bureaux la nuit. J'ai commencé une thérapie. A-t-il continué? Comme s'il récitait une liste. Dans un centre social. C'est gratuit. Le thérapeute dit que j'ai ce qu'il appelle le syndrome de l'imposteur. Que toute ma vie a été une tentative de paraître ce que je ne suis pas. Par peur de décevoir les autres. De te décevoir? Toi. Ces mots m'ont atteinte. Moi. Mais Richard. Je n'ai jamais rien voulu d'autre que ton bonheur. Je sais. A-t-il dit doucement. Mais ton amour était si grand. Si inconditionnel. Que j'ai eu l'impression que je ne le méritais pas. Alors j'ai menti pour essayer d'être à la hauteur de l'homme que je pensais que tu voulais que je sois. C'est stupide. C'est ma faute. Pas la tienne. Mais c'est comme ça. Il a pris une profonde inspiration. Je ne suis pas venu pour te demander de l'argent. Ni pour te demander de l'aide. Je suis venu pour te dire pardon. Pardon de t'avoir utilisé. Pardon de t'avoir laissé manquer de respect. Pardon de ne pas avoir été le fils que tu méritais. Les larmes ont coulé sur mes joues. Silencieuses. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais des larmes de soulagement. C'était comme si un poids énorme, que je portais depuis des années sans même en avoir conscience, venait de m'être retiré. Et je suis aussi venu te dire de partir? A-t-il ajouté. Va en Californie. Maman. Va retrouver cet homme. Découvre si tu peux être heureuse. Tu le mérites plus que quiconque. Ne t'inquiète pas pour moi. Pour la première fois de ma vie. Je crois que je suis sur la bonne voie. Justement parce que je n'ai plus de filet de sécurité. Ce soir-là, pendant mon appel avec Maurice, je lui ai parlé de la visite de Richard. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Cet homme, ton fils, a-t-il dit finalement. Il est en train de grandir. C'est la chose la plus difficile et la plus belle qu'un parent puisse voir. Cela signifie que tu as réussi. Suzanne. Tu l'as tellement bien aimé que tu lui as donné la force de se débrouiller sans toi. Ces mots ont mis en lumière une vérité que je n'avais pas vue. Mon acte de retrait, que j'avais vécu comme un abandon, était peut-être le plus grand acte d'amour maternel que j'ai jamais accompli. Le jour de mon départ, Richard est venu me chercher pour m'emmener à l'aéroport. Il était rasé de près, portait des vêtements propres, et il y avait une nouvelle lueur dans ses yeux. Une lueur de calme, de détermination. Il a porté ma valise, a insisté pour m'offrir un café avant l'embarquement. La conversation était légère. Pour la première fois depuis des années. Nous n'avons pas parlé du passé, ni de l'avenir incertain. Nous avons juste parlé du présent. Il m'a raconté une anecdote amusante sur son travail, sur un collègue qui était devenu un ami. Je lui ai parlé du jardin de Maurice, des photos qu'il m'avait envoyées de ses hibiscus. Devant la porte d'embarquement, il m'a prise dans ses bras. Ce n'était pas l'étreinte d'un petit garçon cherchant du réconfort.
mais celle d'un homme remerciant sa mère. Sois heureuse. Maman. A-t-il murmuré à mon oreille. S'il te plaît. Sois juste heureuse. Il m'a tendu une lettre. Lis ça dans l'avion. Dans l'avion. Alors que Lyon devenait un simple point lumineux sous moi. J'ai ouvert l'enveloppe. L'écriture de Richard était appliquée. Presque enfantine. Maman. Il y a une chose que mon thérapeute m'a dite et qui m'a bouleversée. Il m'a dit que parfois, les enfants de parents trop aimants ne partent jamais vraiment. Non pas par amour, mais parce qu'ils ne veulent pas que leurs parents se retrouvent seuls. Inconsciemment, nous devenons leur raison de vivre. Et c'est un fardeau trop lourd à porter. Je réalise aujourd'hui que je t'ai imposé ce fardeau. Je suis resté le petit garçon qui avait besoin de toi pour ne pas avoir à affronter ta solitude. Je t'ai volé ta vie pour me donner une excuse de ne pas vivre la mienne. Aujourd'hui, en te regardant partir, je te libère. Et en te libérant, je me libère moi-même. Merci de m'avoir montré qu'il n'est jamais trop tard pour choisir sa propre vie. Volo. Je t'aime. Ton fils. Richard. J'ai pleuré en lisant ces lignes. Le visage collé au hublot. Je pleurais la fin d'une vie. La douleur de la prise de conscience. Mais aussi la beauté terrifiante d'un nouveau départ. Je volais vers un inconnu. Vers un homme que je ne connaissais qu'à travers des souvenirs et une voix au téléphone. C'était insensé. C'était terrifiant. Et c'était la chose la plus vivante que j'ai jamais faite. L'aéroport de San Diego baignait dans une lumière dorée que je n'avais jamais vue. L'air était doux, chargé d'une odeur de sel et de fleurs inconnues. J'avançais dans la foule, tirant ma petite valise, le cœur battant au rythme d'une adolescente allant à son premier rendez-vous. Et puis je l'ai vu. Il se tenait derrière la barrière, un bouquet de fraisias jaunes à la main. La couleur du soleil. Il était plus âgé. Bien sûr. Ses cheveux, autrefois noirs et épais, étaient maintenant complètement blancs. Coupés courts. Des rides profondes sillonnaient son visage bronzé. Surtout au coin de ses yeux. Des rides qui parlaient de rire et de longues journées passées sous le ciel californien. Mais son sourire. Son sourire était le même. Un peu timide. Un peu hésitant. Mais si large et si sincère qu'il illuminait tout son visage. C'était le sourire du jeune homme de 20 ans qui m'avait volé mon cœur dans les amphithéâtres de l'université. Nos regards se sont croisés. Pendant une seconde, 50 ans ont disparu. Nous n'étions plus des septuagénaires marqués par la vie. Mais deux jeunes gens figés dans le temps. Il a fait un pas en avant. Puis un autre. Suzanne ? A-t-il demandé. Sa voix un peu plus grave que dans mes souvenirs. Mais avec la même intonation douce. Maurice. Ai-je simplement répondu. Mon propre nom dans sa bouche sonnait à la fois étranger et merveilleusement familier. Il m'a tendu les fleurs. Nos doigts se sont effleurés. Et puis, il a ouvert les bras et je m'y suis blottie. Ce n'était pas une étreinte passionnée, mais quelque chose de bien plus précieux. C'était une étreinte de reconnaissance, de soulagement. Ses bras étaient solides, rassurants. Je sentais le tissu de sa chemise en lin sous ma joue. Il sentait le soleil et l'eau de Cologne discrète. Je l'ai serré un peu plus fort, et j'ai senti des décennies de tension quitter mes épaules. J'étais arrivée. J'étais en sécurité. Tu es encore plus belle que dans mes souvenirs, a-t-il murmuré dans mes cheveux. Nous sommes restés ainsi un long moment, indifférents à la foule qui se pressait autour de nous. Quand nous nous sommes séparés, il y avait des larmes dans ses yeux. Il y en avait aussi dans les miens. Le trajet en voiture depuis l'aéroport était surréaliste. Lyon.
avec ses rues étroites et ses bâtiments anciens aux couleurs ocre, me semblait appartenir à une autre planète. Ici, tout était large, immense. Des autoroutes à 6 voies bordées de palmiers qui se balançaient paresseusement sous une brise tiède. Le ciel était d'un bleu intense, sans le moindre nuage. Au loin, je pouvais apercevoir des éclats scintillants de l'océan. Alors, c'est ça, l'Amérique, ai-je dit. Plus pour moi-même que pour lui. Maurice Harry. C'est une toute petite partie de l'Amérique. Ma partie. J'espère qu'elle te plaira. La conversation était facile. Naturelle. Il n'y avait pas de silence gênant. Pas de besoin de combler le vide. Il m'a posé des questions sur mon vol. Je lui ai posé des questions sur sa maison. Il me montrait les différents quartiers que nous traversions, me racontant de petites anecdotes sur chacun d'eux. Il avait un don pour rendre les choses vivantes, intéressantes. Je me sentais complètement à l'aise, comme si nous nous étions quittés la veille. Sa maison se trouvait à La Jolla, sur une colline qui surplombait l'océan. C'était une maison basse, moderne, avec de grandes baies vitrées et un jardin luxuriant où des bougainvilliers fuchsia grimpaient le long des murs blancs. C'était l'opposé de mon appartement de la Croix-Rousse. Ici, tout était lumière, espace, ouverture sur le monde. Bienvenue chez toi, Suzanne. Pour le temps que tu voudras, a-t-il dit en coupant le moteur. Il a porté ma valise à l'intérieur. La maison était encore plus belle vue de l'intérieur. Des meubles simples et élégants. Des œuvres d'art colorées aux murs. Et partout, cette vue imprenable sur l'océan Pacifique. Laisse-moi te montrer ta chambre, a-t-il dit. La chambre d'amis était simple, décorée dans des tons de bleu et de sable. Une porte-fenêtre s'ouvrait sur une petite terrasse privée. Je me suis approchée et j'ai regardé dehors. Devant moi, l'océan s'étendait à perte de vue. Une immensité bleue et scintillante. C'était la première fois de ma vie que je le voyais. Le bruit des vagues qui se brisaient doucement sur la plage en contrebas était le son le plus apaisant que j'ai jamais entendu. J'ai posé ma main sur le cadre de la porte, pour m'assurer que tout cela était bien réel. Ça va ? A demandé Maurice. Resté sur le seuil. Je me suis retournée vers lui. Un sourire que je ne pouvais pas contenir sur les lèvres. Ça va merveilleusement bien. Le premier soir, nous avons dîné sur sa terrasse, au son des vagues. Il avait préparé un repas simple, du poisson grillé, une salade de légumes frais de son jardin, et une bouteille de vin blanc californien. Les étoiles ont commencé à apparaître dans le ciel de velours. Alors, parle-moi de Richard, a-t-il demandé doucement, après un long silence confortable. Sa lettre. Ce qu'il t'a écrit dans l'avion. Ça t'a apaisé ? J'ai été surprise qu'il s'en souvienne. Oui. Énormément. C'est comme s'il m'avait enfin donné la permission d'être heureuse. C'est étrange de devoir attendre la permission de son propre enfant. N'est-ce pas ? Non. A-t-il répondu en secouant la tête. Ce n'est pas étrange. C'est humain. Les liens qui nous unissent à nos enfants sont les plus forts et les plus compliqués de tous. Mes propres enfants ont mis du temps à comprendre que j'étais un homme avant d'être leur père. Surtout après la mort de Margaret. Il a parlé de sa femme avec une tendresse et un respect qui m'ont ému. Il a parlé de leur vie ensemble, de leur voyage, de la maladie qu'il avait emportée. Il n'y avait pas de tristesse dans sa voix. Seulement de la gratitude pour les années qu'ils avaient partagées. Et toi ? M'a-t-il demandé. Charles. As-tu été heureuse avec lui ? La question était directe.
mais posée avec une telle délicatesse que je n'ai ressenti aucune gêne. Oui. Ai-je répondu honnêtement. J'ai été heureuse. C'était un amour différent d'une autre. Plus calme. Plus raisonnable. Il était un homme bon. Un père merveilleux. Mais, a-t-il encouragé. Mais il n'a jamais vraiment vu la femme en moi. Vers la fin, j'étais devenue une habitude. Une présence confortable. La mère de son fils. Puis son infirmière. J'avais oublié qui était Suzanne. Je ne l'ai jamais oubliée. Moi. A-t-il dit. Son regard rencontrant le mien par-dessus la table. Je l'ai cherché sur les photos de classe. Dans les lettres que j'avais gardées. Je me suis toujours demandé si elle avait réalisé ses rêves. Certains, ai-je admis. Et d'autres sont restés dans un tiroir. Alors, il est peut-être temps d'ouvrir ce tiroir? A-t-il conclu avec un sourire. Cette nuit-là, dans le lit confortable de ma chambre d'amis, je n'ai pas réussi à dormir tout de suite. J'écoutais le bruit de l'océan. Un murmure constant et puissant. Je pensais à Richard. Seul dans sa petite chambre à Lyon. En train de reconstruire sa vie. Je pensais à Viviane. À sa colère et à sa peur. Je pensais à Charles. À notre vie simple et tranquille. Et je pensais à Maurice. Cet homme qui avait traversé 50 ans de ma vie pour venir me rappeler qui j'étais. Je n'étais pas amoureuse. Pas encore. C'était trop tôt. Trop fragile. Mais je me sentais vivante. Reconnue. Je n'étais plus un rôle la mère. La veuve. La pourvoyeuse. J'étais Suzanne. Une femme de 70 ans assise au bord d'un nouveau commencement. Aussi vaste et imprévisible que l'océan qui s'étendait sous ma fenêtre. Et pour la première fois depuis des décennies, je m'endormais en paix. Bercé non pas par la résignation, mais par la promesse d'un lendemain. Les semaines qui suivirent furent une douce redécouverte. De moi-même. Et de cet homme qui semblait me connaître mieux que quiconque. Maurice n'essayait pas de me séduire avec de grands gestes. Sa cour était faite de petites attentions. De moments partagés d'une simplicité exquise. Il me préparait mon café le matin. Exactement comme je l'aimais. Après l'avoir remarqué dès le premier jour. Il mettait de la musique classique douce pendant que nous lisions en silence dans le salon. Chacun dans un fauteuil. Le soleil de l'après-midi inondant la pièce. Il m'a emmené au marché fermier de la Jola. M'a fait goûter des fruits que je n'avais jamais vus. M'a appris le nom des fleurs qui poussaient en abondance dans son jardin. Il m'a présenté à ses enfants. D'abord David. L'aîné. Un architecte qui avait les mêmes yeux que son père. Puis Sarah. Sa fille. Une enseignante douce et chaleureuse qui m'a tout de suite mise à l'aise. Ils m'ont accueilli non pas avec la méfiance que j'aurais pu craindre, mais avec une curiosité bienveillante. Papa n'a pas arrêté de parler de vous depuis des semaines? M'a avoué Sarah lors d'un barbecue dans le jardin de Maurice. C'est bon de le revoir si léger. Depuis la mort de maman. Il portait une sorte de tristesse silencieuse. Vous semblez l'avoir dissipée. Je parlais à Richard une fois par semaine. Le dimanche matin. Nos conversations étaient courtes mais substantielles. Il me racontait ses progrès. Il avait trouvé un deuxième travail. Comme serveur le week-end. Il économisait pour louer un petit studio. Il parlait avec enthousiasme de sa thérapie. Des prises de conscience qu'il avait. Il ne se plaignait jamais. Il ne demandait rien. Il me posait des questions sur la Californie. Sur Maurice. Et je sentais dans sa voix une joie sincère pour moi. J'ai revu Viviane. M'a-t-il annoncé un dimanche?
Le ton neutre. On a signé les papiers du divorce. C'était civilisé. Elle sort avec un homme plus âgé. Un riche promoteur immobilier. Je crois qu'elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Je lui souhaite d'être heureuse. Il n'y avait aucune amertume dans sa voix. Seulement une sorte de détachement paisible. Mon fils était enfin devenu un adulte. Et il l'avait fait tout seul. L'ironie était que c'est en le laissant tomber que je l'avais finalement aidé à se relever. Le mois que je devais passer en Californie touchait à sa fin. La pensée de repartir, de retourner dans mon appartement silencieux de la Croix-Rousse, commençait à peser sur moi comme un nuage sombre. Un soir, alors que nous marchions sur la plage au coucher du soleil, le sable frais sous nos pieds nus, Maurice s'est arrêté. Il a pris mes deux mains dans les siennes. « Suzanne ?» a-t-il commencé. Sa voix sérieuse. « Je sais que ton billet de retour est pour la fin de la semaine. Et je ne te demanderai jamais de faire quelque chose que tu ne veux pas. Mais la pensée de cette maison redevenue silencieuse. La pensée de ne plus entendre ton rire le matin. C'est devenu insupportable. » Il a fait une pause, cherchant ses mots. « Je ne te demande pas de m'épouser. Je ne te demande pas d'oublier ta vie en France. Je te demande de considérer la possibilité de rester. De construire quelque chose avec moi. Nous pourrions voyager. Tu pourrais écrire ce livre sur tes années de couture dont tu m'as parlé. Nous pourrions simplement être ensemble. » Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'il pouvait l'entendre. C'était tout ce dont j'avais rêvé sans jamais oser me l'avouer. Une seconde chance. Un amour d'automne? Peut-être le plus doux de tous. Et si ça ne marche pas? Ai-je demandé? Ma vieille peur de l'échec refaisant surface. Alors nous aurons partagé une aventure magnifique? A-t-il répondu sans hésiter. Et tu auras toujours ta maison à Lyon. Il n'y a pas de risque? Suzanne. Seulement une opportunité. L'opportunité d'être heureux. N'est-ce pas ce que nous méritons? À notre âge? Cette nuit-là, j'ai appelé Richard. Je lui ai raconté la proposition de Maurice. J'avais peur de sa réaction. Peur qu'une partie de lui se sente abandonnée. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Puis je l'ai entendu renifler. Il pleurait. « Maman » a-t-il dit. La voix brisée par l'émotion. « Es-tu heureuse avec lui? Plus que je ne l'ai été depuis des décennies. » Ai-je répondu? Les larmes aux yeux. « Alors reste » a-t-il dit. Avec une fermeté qui m'a bouleversée. Reste. Et construis la vie que tu mérites. Je vais bien. Vraiment. Et je serai encore mieux en sachant que tu es enfin en train de vivre pour toi. C'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire. 6 mois plus tard. Je suis assise sur cette même terrasse. Celle qui donne sur l'océan. Un ordinateur portable est posé sur mes genoux. Je viens d'écrire le premier chapitre de mon livre. Il s'intitule Le fil de soie. L'histoire d'une vie racontée à travers les robes que j'ai cousues. Maurice est dans le jardin, en train de s'occuper de ses roses. De temps en temps, il lève la tête et me sourit. Ma maison à Lyon est louée à un jeune couple d'artistes. L'argent de la location, ajouté à ma petite retraite, me donne une indépendance financière qui m'est précieuse. Je ne dépends de personne. Richard et moi nous parlons toujours toutes les semaines. Il a été promu dans son entreprise de nettoyage. Il est maintenant superviseur d'équipe. Il a déménagé dans un petit studio coquet et il a commencé à prendre des cours du soir en comptabilité. Il sort avec une femme. Une infirmière qu'il a rencontrée par l'intermédiaire de son amie. Il dit qu'elle est gentille, drôle, et qu'elle ne le laisse rien passer.
Il a l'air heureux. Vraiment heureux. Maurice et moi nous sommes mariés le mois dernier. Une cérémonie toute simple sur la plage. Entouré de ses enfants et de ses petits-enfants. Richard était là. Il avait fait le voyage, payant son billet avec son propre argent. Il était mon témoin. En me voyant dans ma simple robe de lin blanc, il a pleuré. Tu es si belle. Maman, m'a-t-il dit en me prenant dans ses bras. Je n'ai jamais vraiment vu à quel point tu étais belle. En repensant à cette soirée terrible, ce dîner qui a tout fait basculer, je ne ressens plus de colère ni de douleur. Je ressens une étrange gratitude. Cette humiliation a été l'électrochoc dont j'avais besoin pour me réveiller. Il a fallu que je touche le fond de la déception pour trouver la force de remonter à la surface et de respirer un nouvel air. La vie ne se termine pas à 50, 60 ou même 70 ans. Elle ne se termine que lorsque nous cessons de croire en la possibilité d'un nouveau chapitre. Ce soir-là, ma belle-fille m'a dit que je n'arrivais pas à la cheville de sa mère. Elle avait raison. Je ne suis pas sa mère. Je ne suis pas la mère sacrifiée de Richard. Je ne suis pas la veuve effacée de Charles. Je suis Suzanne. Et mon histoire ne fait que commencer. Maurice s'approche. Une tasse de thé à la main. Il la pose à côté de mon ordinateur et dépose un baiser sur le sommet de ma tête. Je lève les yeux vers lui. Puis vers l'océan infini qui scintille sous le soleil couchant. Je suis chez moi.